Spartiate! Quel est votre métier? Imaginez une société où la discipline, le courage et l'honneur priment sur tout le reste. Une société où naissaient, combattaient et mouraient les plus grands guerriers. Une société suivant un impitoyable mode de vie centré sur la force, la solidarité et le sacrifice. Entraînés au combat dès leur plus jeune âge, les enfants entraient dans un monde de tuerie, de sang et de bataille, où seuls les plus forts pouvaient espérer survivre. Ces combattants infatigables avaient une phrase pour résumer leur soif de combat, une phrase qui résume toute la brutalité de leur monde. Avec votre bouclier ou sur votre bouclier. Soit tu reviens victorieux, soit tu meurs au combat. Leurs faits d'armes ont traversé les siècles, que ce soit lors de la célèbre bataille des Thermopyles ou encore de leur féroce rivalité avec Athènes lors de la guerre du Péloponnèse. Tout le monde antique reconnaissait et craignait la force des Spartiates. De nos jours, leur image est ancrée dans notre imaginaire collectif, que ce soit dans les films comme 300 ou encore les jeux vidéo avec le puissant Kratos des jeux God of War. La légende des Spartiates a traversé les âges pour parvenir jusqu'à nous. Mais au-delà de leur réputation sur le champ de bataille, qui étaient vraiment les hommes et femmes spartiates? Comment étaient-ils éduqués pour devenir ces machines de guerre redoutables? Et quelles valeurs guidaient cette société au mode de vie implacable? La ville de Sparte, comme on la connaît aujourd'hui, aurait été fondée comme une nouvelle colonie aux alentours des années -900 avant Jésus-Christ, au cœur de la région du Péloponnèse, en Grèce. Mais en réalité, on trouve dès le néolithique, donc au moment où les gens mangeaient des baies et chassaient en peau de bête, soit plus de 2000 ans avant, des traces de vie humaine dans cette région. À partir du 8e siècle, Sparte va rapidement commencer une guerre de conquête et finira par dominer un immense territoire de plus de 8500 km² au sud-ouest de la Grèce. Évidemment, qui dit domination militaire dit également pouvoir politique, et Sparte devient un acteur incontournable de la politique grecque. Et du coup, fallait bien quelqu'un pour gérer cette fameuse politique, et contrairement à ce qui nous était montré dans le film 300, ce n'est pas un, mais deux rois qui géraient en même temps la cité spartiate. C'est vrai que cette co-royauté tranchait un peu avec les autres cités grecques qui étaient dominées par des rois, ou alors comme Athènes, après avoir chassé son dernier roi, s'était tourné vers la démocratie. Ces deux rois venaient chacun de deux grandes familles aristocratiques. Les deux rois avaient un pouvoir égal et devaient travailler ensemble. Lors d'une guerre, l'un des rois partait au combat pendant que l'autre devait rester veillé sur la cité. Et oui, même Léonidas, le roi bien badass, avait un co-roi. Bon, j'imagine qu'il a dû être coupé au montage. J'ai glissé, chef. La vie à Sparte était une oligarchie, et donc décidée dès la naissance, c'est-à-dire que seuls les citoyens issus de familles nobles détenaient le pouvoir. En fait, suite aux réformes d'un roi spartiate nommé Légurgus, toutes les tâches ingrates comme l'agriculture furent déléguées à une population dite de seconde zone, nommée les Zilotes. Pour donner un élément de comparaison, les Zilotes de Sparte étaient un peu comme nos serfs du Moyen-Âge en France, mais avec encore moins de biens et encore moins de droits. Évidemment, ils n'avaient pas l'autorisation d'avoir des armes, mais également de posséder des biens ni d'avoir le moindre rôle dans la politique de la cité. En gros, leur rôle se cantonnait uniquement à assister les citoyens en s'occupant de toutes les tâches du quotidien, comme l'agriculture, le travail domestique, les soins ou encore l'élevage. Oui, c'était une forme d'esclavage, mais en fait, c'était un peu la norme à l'époque. Athènes, par exemple, le modèle de liberté antique, était une cité servile. On a tendance à oublier de mentionner ce détail dans les cours d'histoire. Donc les Zilotes trimaient et à contrario les nobles eux, donc les Spartiates, devaient consacrer leur vie à l'entraînement militaire et à la politique. Les jeunes Spartiates étaient élevés en apprenant très tôt qu'ils étaient supérieurs aux Zilotes. La violence et les humiliations étaient courantes, comme par exemple en obligeant un Ilote à danser totalement bourré en public. C'est un petit peu comme quand t'es petit et là que t'es dehors avec ta maman. Bah là tu vois un mec totalement pété qui insulte tout le monde, bah on va te dire que c'est pas vraiment un exemple à suivre. Cet endoctrinement par la peur était d'autant plus important que les Ilotes étaient bien plus nombreux que les Spartiates. On comptait environ 7 Ilotes pour un seul Spartiate. Les Ilotes ont bien tenté 2 ou 3 fois de pousser un petit coup de gueule et de se rebeller, mais quand les Spartiates ont commencé à répliquer avec d'effroyables mises en scène de massacres impliquant jusqu'à plus de 2000 Ilotes, on va dire que ça calme. Mais contrairement à ce qu'on pourrait croire, les Ilotes n'étaient pas aux ordres des hommes, mais des femmes. Car les femmes spartiates, c'était pas n'importe qui. Déjà, rien que sur le plan social, elles bénéficiaient de plus de liberté et de droits que dans aucune autre cité grecque de l'époque. Par exemple, contrairement à leurs homologues athéniennes, les femmes spartiates pouvaient posséder et hériter un bien. Ce qui, même chez nous, était compliqué pour les femmes il n'y a pas si longtemps. Les femmes spartiates pouvaient participer au commerce, à des activités sportives ou même boire du vin.
Elles ne prenaient évidemment pas part au combat, mais elles avaient une place vitale dans la société. Là où justement, des Athéniens comme Aristote accusèrent les femmes d'avoir pris une trop grande importance à Sparte et donc être à l'origine de sa chute. La place de la femme, c'est la cuisine. On va parler maintenant du truc qui donne à Sparte son image, des soldats bien virils aux muscles luisants. Et bah là encore, c'est un cliché, mais on va commencer par poser les bases. La légende veut que les bébés spartiates soient choisis dès leur naissance. Bon, bah ça, c'est pas un cliché. Lorsqu'un bébé naissait, le père le présentait au conseil des anciens qui se chargeaient de l'examiner minutieusement. Ils le contrôlaient pour voir s'il ne présentait pas de difformité ou d'anomalie, et seuls les nourrissons les plus robustes étaient sélectionnés. Quant aux autres bébés jugés faibles, les Spartiates n'allaient pas perdre du temps et de l'énergie à élever des faibles. Du coup, la légende veut qu'ils les jetaient du haut de la montagne du Tagète. Je dis bien légende, car seul Plutarque mentionne ces pratiques infanticides. Et bon, on va pas dire que c'est un grand ami des Spartiates. Et en plus, de nombreuses fouilles ont été effectuées et aucun ossement n'a jamais été retrouvé à cet endroit, donc à classer dans Histoire fumeuse. Mais cette légende montre bien à quel point les Spartiates valorisaient la force brute au-dessus de tout, même au mépris de la morale. Le fondement de la société spartiate reposait sur le fait que la cité était grande uniquement si tous ses citoyens l'étaient aussi. Aucune faiblesse ni différence n'était autorisée. Pour autant, il ne faut pas croire que la vie des bébés choisis allait être simple. Les enfants étaient éduqués très tôt à s'endurcir, à ne pas pleurer et à éliminer toute autre marque jugée comme faible, pour finir par débuter une formation militaire dès l'âge de 7 ans. Ils étaient soumis à ce que l'on appelait l'agogé, une sorte de service militaire made in Spartiate. Désormais, chaque aspect de leur vie était contrôlé et soumis aux principes de la discipline et de la force. Que ce soit leur comportement, leur langage, voire même l'alimentation, tout aspect devait rentrer dans le cadre de l'obéissance absolue à l'ordre. Le moindre écart était sévèrement puni, renforçant davantage l'aspect que chaque chose devait être conforme et que la différence est à bannir. Les enfants apprenaient ensemble l'art de la guerre et du combat, ils apprenaient le maniement de l'épée et de la lance, à rester en formation et à ne pas craindre la mort. L'endurance et la robustesse étaient un élément capital dans leur éducation. Et contrairement à une idée reçue, l'entraînement ne portait pas sur la force brute, mais plutôt sur la vitesse et l'agilité. Un petit peu comme nos armées modernes, ce n'étaient pas des bodybuilders que les armées recherchaient. Un bodybuilder, c'est lent, ça s'essouffle vite et surtout ça mange énormément. Alors que des mecs athlétiques, ça peut courir plus longtemps tout en portant les sacs de matériel et leur consommation énergétique est moins importante. Par contre, je vais corriger un énorme cliché. Mais oui, les soldats spartiates étaient cultivés. Ils apprenaient la stratégie et la ruse, la poésie, le chant et même l'art oratoire. Les Spartiates avaient même leur propre dialecte où le but était d'aller à l'essentiel avec peu de mots mais lourd de sens. Ce n'étaient donc pas des gros bourrins de soldats avec de la gelée en guise de cervelle. Cette formation militaire durait jusqu'à 20 ans. Durant ces années, les plus talentueux des combattants devenaient des chefs de compagnie. Ils dirigeaient leurs camarades à travers des épreuves de campagne militaire où chaque bande entretenait une rivalité permanente. C'est un petit peu comme aujourd'hui quand on érige deux grands sportifs au statut de rivaux. Chacun va vouloir devenir encore meilleur pour surpasser l'autre, devenant ainsi la meilleure version de lui-même. Et pour les jeunes Spartiates, le Graal ultime, le summum de leur éducation militaire, était de participer à la cryptie. Pour ces participants, les cryptois, cette épreuve consiste à une retraite durant toute une année. Durant cette période, ils errent cachés seuls ou en petits groupes dans les montagnes ou les campagnes, où ils doivent survivre sans être ni vus ni entendus au risque d'être punis. Le seul moment où on entendait parler d'eux est lorsqu'ils apparaissaient la nuit pour voler la nourriture et tuer des ilotes. Le meurtre des ilotes, en plus d'être totalement accepté, était une partie essentielle de la cryptie. Cela montrait que le participant n'avait aucun remords à tuer ou torturer. Et en plus, un climat de terreur permanent s'installait parmi les ilotes, terrorisés par ces meurtres. C'était donc tout bénef pour les adultes spartiates. Les jeunes étaient formés à devenir des bêtes assoiffées de sang et les ilotes restaient soumis par crainte. Certaines sources rapportent que la cryptie formait une sorte d'organisation secrète de soldats d'élite spartiates, voire un peu assassins. Mais je vais pas trop m'étendre là-dessus, les sources étant assez vagues et se contredisant rapidement. Lorsqu'ils atteignaient 20 ans, les soldats spartiates devenaient enfin de véritables soldats à plein temps, jusqu'à leurs 60 ans. À la guerre, les soldats spartiates manœuvraient avec la célèbre phalange, formation grecque typique alliant mur de bouclier et longue lance. Car oui, un soldat entraîné c'est bien, mais un soldat entraîné et équipé c'est mieux. Les Spartiates étaient équipés d'une lourde armure, d'un casque de bronze, des sandales, une épée et le duo choc lance et bouclier de bronze, parfait pour l'infanterie. Alors,
Je ne le savais pas avant d'écrire cette vidéo car elle n'est quasiment jamais montrée, mais les Spartiates disposaient de cavalerie. Et oui, mais elle était méprisée car jugée comme moins prestigieux. Tout comme l'infanterie à distance, eux, c'était les planqués. Les Spartiates étaient tellement craints sur le champ de bataille que la simple vue de leur symbole sur leur bouclier faisait trembler et fuir de peur leurs ennemis. C'est vrai que quand on pense Spartiate, on pense plus aux soldats virils et à la bataille des 300 soldats aux Thermopyles, mais il ne faut pas oublier que les femmes à Sparte, malgré leur importance, sont trop souvent laissées pour compte. Et aujourd'hui, on va leur rendre grâce. Comme pour les hommes, la forme physique était indispensable pour les femmes, surtout si elles souhaitaient se marier. C'était obligatoire pour espérer trouver un mari. Celui-ci devait voir que vous étiez forte et en bonne santé. Elles savaient manier des armes et monter à cheval, mais devaient également danser et chanter à la perfection. Presque chaque citoyenne de la cité savait lire et écrire, bien loin de la cité philosophique d'Athènes où l'éducation était majoritairement réservée aux hommes. À Sparte, les femmes devaient être capables de se défendre elles-mêmes. Imaginons qu'un jour la ville venait être attaquée, et bien les femmes devaient être capables de défendre leur cité comme n'importe quel soldat. En ce qui concerne le mariage, les femmes spartiates se mariaient relativement tard. Là où les Athéniennes étaient mariées vers 14 ans, les Spartiates, elles, se mariaient plutôt vers 18 ans. Les femmes spartiates étaient presque sur le même pied d'égalité que les hommes. Une éducation complète était suivie d'une importante liberté pour l'époque. Elles pouvaient posséder des biens, se balader librement, elles étaient réputées dans toute la Grèce pour leur indépendance et leur force de pensée. Même des siècles plus tard, à Rome par exemple, les femmes n'étaient pas éduquées de la même manière. Elles étaient plus éduquées à tenir une maison, à instruire les enfants ou à organiser des réceptions. Elles avaient un rôle beaucoup plus secondaire. Mais c'est aussi valable de nos jours. Il y a certains pays dans le monde où les femmes ne peuvent pas aller à l'école ou penser librement. Il faut savoir que les femmes spartiates, en plus d'avoir des biens, pouvaient également posséder leur propre commerce, voire même, chose encore plus dingue pour une société antique, demander le divorce sans perdre ni ses enfants ni ses biens. Elles étaient vraiment un membre à part entière et un maillon essentiel à la société au même titre que les hommes. On peut même trouver la trace d'une femme qui a entraîné et financé des chars lors des Jeux Olympiques. Un événement pourtant très masculin et très misogyne, et pourtant cette femme, de son nom Cynisca, fut acclamée et élevée en triomphe à Sparte, construisant même un sanctuaire en son honneur. Sparte, autrefois indispensable, voyait sa domination de plus en plus contestée. La légende des Thermopyles et la victoire de la guerre du Péloponnèse étaient loin. Son leadership était remis en question par d'autres cités-États comme Thèbes ou Athènes. Mais ce fut la cité de Thèbes qui donna en moins 371 le coup fatal. La bataille de Leuctre fut un tournant déterminant pour la Grèce. Lors de cette bataille, l'invincible phalange spartiate fut vaincue par l'avalanche oblique du général Épaminondas. Là où d'ordinaire la phalange spartiate alignait des murs de boucliers compacts et sans faille, les Thébains rusèrent et firent semblant de replier une partie de leur aile pour mieux contourner et massacrer les Spartiates. Suite à cette défaite militaire, la fin de Sparte ne sera qu'un long et inexorable déclin pour la cité. Elle tenta bien d'entamer des réformes militaires et politiques, mais il était déjà trop tard. Vaincue par ses divisions internes et par la bataille politique entre cités et États, la défaite militaire finit de mettre au sol le dernier bastion de la culture spartiate. Mais Sparte laissa à travers les époques un lourd héritage, résonnant à travers la discipline militaire, la bravoure et les influences durables sur la pensée politique, faisant des Spartiates un sujet immortel de notre histoire. L'histoire de Sparte va même s'entremêler avec les plus grandes légendes grecques, comme quand Sparte fut à l'origine du déclenchement de la guerre de Troie, lorsque le roi Ménélas appela les Grecs à s'unir pour aller récupérer sa femme Hélène, enlevée par le prince troyen Paris. De nos jours, l'antiquité de Sparte n'est plus que ruine, mais il est toujours possible de la visiter. On peut y voir le reste des forums, théâtres et temples de la ville. Malgré sa puissance militaire et politique autrefois importante, il ne reste plus grand chose de la Sparte antique. Le moindre objet ou vestige de cette période est extrêmement précieux pour mieux comprendre et connaître ce peuple autrefois si important. La disparition de Sparte, ça nous fait quand même poser des questions. Si un peuple aussi marquant que les Spartiates ont au final laissé aussi peu de traces, combien d'autres peuples auront été perdus dans les couloirs du temps ? C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. J'ai encore plein de choses à vous dire sur les Spartiates, alors dites-moi en commentaire si une deuxième partie vous intéresserait. Tenez par exemple, est-ce que vous saviez que les Spartiates avaient un langage bien à eux, fait de punchlines percutantes pour impressionner leurs ennemis. Comme d'hab, n'oubliez pas le petit pouce bleu, ça m'aide énormément. Pensez à vous abonner si c'est pas déjà fait et d'activer la cloche. Et moi je vous donne rendez-vous pour un prochain récit.